Mais c'est vrai, on est dans un secteur d'activité qui est relativement protégé, Par contre, ce que l'on ne voit pas, mais qui va apparaître de façon forte dans les semaines et dans les années à venir, c'est que les marges des entreprises qui opèrent dans ce secteur se dégradent à une vitesse extraordinaire. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, je vais vous donner simplement 3 éléments de repère. La marge qu'il y avait dans la branche il y a 20 ans était de 50%. Pour les chefs d'entreprise ou les techniciens qui sont ici, c'est l'excédent brut d'exploitation ramené sur la valeur ajoutée. Donc c'est une marge de 50 qui permettait de vivre, qui permettait de se développer. Il y a 10 ans, cette marge elle est tombée à 40%. L'année dernière, en 2012, cette marge est de 24%. Ça veut dire qu'en 2 décennies, la marge a été divisée pratiquement par 2. La faute à qui? Alors la faute à qui? Il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord un élément qu'on ne maîtrise pas, qui est un élément international, c'est la hausse du coût des matières premières. Alors c'est une hausse continue, et c'est une hausse qui n'est pas prête de s'arrêter, pour une raison simple, parce qu'au niveau mondial, il y a plus de consommateurs. Pour un métier que je connais bien, les épices, je peux vous garantir qu'il n'y a qu'un sens, le prix des matières premières continue à augmenter, va continuer à augmenter, parce que les pays principaux producteurs, qui sont par exemple l'Inde ou la Chine, qui avant exportaient, maintenant en interne sur le plan domestique, ils ont plus de consommateurs, qui ont plus de pouvoir d'achat, et donc il y a moins de matières premières concrètes, physiques, à exporter. Donc le prix augmente et va continuer à augmenter. Donc hausse du coût des matières premières, parallèlement difficulté à répercuter ces hausses auprès des distributeurs, notamment auprès des grandes surfaces. Et au niveau des grandes surfaces, à titre d'exemple, vous savez qu'il y a 7 grands groupes, 7 grandes enseignes. En face de ça, il y a 40 000 entreprises. 40 000 petits producteurs, on va dire. 40 000 petits producteurs. Et ils ne s'organisent pas tellement entre eux, c'est ça? Malheureusement, pour l'instant, non. Et c'est un des axes sur lesquels il faudra s'appuyer dans le futur. Et aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a un rapport de force déséquilibré qu'on dénonce souvent entre effectivement ce qu'on appelle la grande distribution. Il y en a dans la salle au total qui l'ont été, ça j'en ai vu. Et puis donc effectivement des équilibres entre cette grande distribution et puis des petits produits. Le rapport de force n'est pas égalitaire, c'est ça? C'est clair, c'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. Hein, très concrètement. Là on n'est pas dans le monde politique, là c'est pas l'administration, là c'est, si j'ose dire, vous êtes entre patrons. C'est le monde des affaires, je voudrais simplement dire que c'est l'économie des marchés, mais simplement ce qui se passe, c'est que ces baisses de marge que l'on observe des entreprises, que j'illustrais tout à l'heure, elles ne se retrouvent pas forcément chez le consommateur. Je ne sais pas si vous avez vu les prix des matières baisser de façon forte lorsque vous faites vos achats, mais donc ça vient quelque part. Ce que je voulais simplement souligner, c'est que baisse des marges, oui, c'est la règle du marché. Mais la règle du marché, c'est aussi que les entreprises restent bénéficiaires et de la marge, et un taux de marge suffisant. J'évoquais le coût des matières premières, mais aussi le problème des charges. Une donnée que tout le monde connaît bien, j'ai pas besoin je pense qu'on a un public ici, j'ai pas besoin de le convaincre, trop de charges, c'est trop. Trop, c'est trop. À titre d'exemple, dans notre métier, on est en compétition avec les Espagnols, les producteurs espagnols, mais les producteurs espagnols, un coût salarié chez nous, c'est au minimum à 1 500 € par mois. Ben, les Espagnols, ils fonctionnent à 700 € par mois. Et je ne parle pas de la main-d'œuvre non déclarée qui vient du pays du Maghreb, qui opère. Donc la crise pour nous... Est-ce que ça veut dire que les entreprises agroalimentaires de ce territoire, elles sont directement menacées? Alors on a tous dans la tête l'exemple de Fralib. Est-ce que le drame, si j'ose dire, de Fralib, ça vient de la situation que vous venez de décrire ou d'un problème un petit peu différent? La problématique de Fralib est peut-être un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la crise, pour nous, il n'a pas besoin de la chercher à l'extérieur, parce qu'on la trouve tout de suite au sein de l'Europe. Et ce qu'on demande tout simplement, c'est qu'on puisse se battre à armes égales par rapport à ces compétiteurs-là. La compétition, ok, mais qu'on se batte à armes égales. Voilà. Donc, c'est une des attentes fortes de l'ensemble des acteurs de la branche. Merci beaucoup, merci pour, on va les applaudir très fort tous les 5, pour ces témoignages à la fois
encourager, parce que c'est aussi parler de ces problèmes-là. Oui, Serge, j'ai envie de dire encore quelque chose. Oui, j'ai envie de rajouter quelque chose. C'est que nous avons dans notre région un atout extraordinaire qu'on n'utilise pas, en tout cas dans notre branche d'activité. Il y a eu des enquêtes menées entre les écoles de commerce de la région avec des écoles de commerce des États-Unis. La question posée était toute simple, où est la France? Et la France pour vous c'est quoi? La majorité des étudiants avaient du mal à situer la France sur la map mondiale. Par contre, quand on disait la France pour vous c'est quoi, ils disaient c'est deux choses, c'est la Tour Eiffel et c'est la Provence. Ça veut dire quoi? C'est que nous sommes assis sur un trésor extraordinaire que nous ne valorisons pas assez à l'étranger. Donc vous voulez quoi? Un AOC Provence, un label Provence? Une marque Provence qui soit soutenue par l'ensemble des acteurs de cette région, par l'ensemble des instances de cette région, conseil régional, enfin tout. Il faut qu'on se mette ensemble par rapport à ça et qu'on supporte partout, qu'on porte vraiment haut et fort cette marque Provence. Merci beaucoup pour cette proposition. On les applaudit bien fort tous les cinq. Merci à vous. Merci bien. Alors Thierry, on vient de voir effectivement, on arrive un peu à la fin de notre rencontre, ou presque à la fin, en tout cas la dernière partie. On vient de voir effectivement vraiment des belles entreprises, des beaux cas de réussite, qui sont quand même menacés par vous le disiez tout à l'heure, par des sujets qui sont des fois presque un petit peu, comment dirais-je, inacceptable, vous utilisiez ce mot-là, intolérable. Comment est-ce que l'UPE d'Aubagne, puis on va parler bien sûr de l'UPE 13, du département, comment vous accompagnez, comment vous essayez de sensibiliser les bonnes personnes pour que ces verrous, ou certains de ces verrous, sautent? Alors on fait deux choses. D'abord on essaie d'être là au bon moment et là où le sujet de l'actualité nécessite la présence soit au niveau départemental, soit au niveau territorial. Et puis on essaye individuellement, comme l'a dit tout à l'heure Priscilla, d'être aux côtés des chefs d'entreprise pour les aider. Et le rôle de l'UPE 13, c'est un petit peu ça, c'est un accompagnement général, parce qu'il faut être sur les sujets, et en même temps un accompagnement individuel qui permet quelquefois de faire sauter des verrous et d'accompagner le chef d'entreprise. Alors on va voir une évocation en image, un peu, je crois, quelques-unes de vos actions principales, on va les découvrir, je vais m'écarter un petit peu. Voilà, alors c'est un montage qui a été fait, qui est assez simple. On va parler tout à l'heure des tramways, bien évidemment. Beaucoup de choses avec un véritable habit militant. Vous êtes en civil là aujourd'hui, d'habitude vous n'avez pas l'habit militant. Oui, non, je ne l'ai pas mis, mais on peut aller le chercher. Ah bon, parce que peut-être on peut vous l'amener, l'habit militant. Voilà, vous allez voir comment monsieur Thierry Berger non pas se déguise, il y en a qui mettent des blousons de biker. Là, c'est un blouson, on va dire, d'habitude qu'on voit effectivement plus sur les chantiers ou quand il y a quelqu'un qui crève son pneu. Et voilà comment monsieur Thierry Berger se déguise pour aller distribuer des tracts, manifestement sur un certain nombre de sujets. Ça veut dire que le patron doit se déguiser en militant et presque en manifestant, Thierry? Mais c'est un petit peu nouveau. C'est vrai que jusqu'à présent, on était plutôt dans nos entreprises. Et puis lorsqu'on avait quelque chose à dire, on essayait de le faire savoir, je dirais, d'une manière plus classique par la presse ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut montrer qu'on est là, qu'on est puissant, qu'on représente des entreprises qui ont besoin de nous. Et puis il faut aussi être là pour que l'argent public aujourd'hui ne soit pas dépensé n'importe où et n'importe comment. Il y a une responsabilité de l'ensemble de la société civile et il y a une responsabilité des chefs d'entreprise de dénoncer ce genre de choses. Dites-moi, vous ne faites pas que des amis sur le territoire, j'ai l'impression. On va regarder en image un petit film parce qu'il y a un sujet quand même sur lequel vous avez été particulièrement à la pointe. Et puis tout à l'heure, on va accueillir Jean-Luc Chauvin qui va nous raconter comment l'UPE 13 a, si j'ose dire, relayé l'opération avec une action très très emblématique. Ça a été une première. Mais je vous propose de regarder un petit film en image sur le tramway qui n'est pas nommé Désir, manifestement. Pour l'actualité de ce mardi, cette mobilisation à Aubagne. Ici, le tramway n'est pas vraiment sur les rails. Les opposants dénoncent un projet pharaonique pour une ville déjà embêtée. Prévu en 2014 et entièrement gratuit, ce mode de transport ne fait pas l'unanimité. Reportage de Kylian Fichou, Joe Lovett et Bernard Trou. C'est un tramway que tout le monde ne nomme pas Désir.
Sur la place du marché d'Aubagne ce matin, les membres du collectif contre le tramway d'Aubagne sont venus distribuer des tracts. Ils dénoncent le coût du projet, 160 millions d'euros, jugé ruineux et inutile. Aubagne, la communauté d'Aubagne est déjà une ville qui est très endettée, et donc ça ne viendrait que rajouter, même si c'est la communauté d'agglomération, ça ne viendrait que rajouter un endettement avec aujourd'hui une situation économique qui est difficile, et pour les entreprises et pour le pays. Des arguments auxquels sont sensibles certains commerçants de la ville. Déjà, on a beaucoup de soucis de parking, beaucoup de soucis de circulation qui est un peu aberrante et très mal disposée et très mal distribuée sur la ville. On va avoir un autre souci au moment des travaux qui va être quelque chose de catastrophique pour le commerce. Pour les porteurs du projet, il s'agit d'une manœuvre destinée à effrayer les Aubagnais. Nous avons dit dès le départ que ce tram serait financé par le versement de transport, qui est donc financé par les entreprises de plus de 9 salariés, et avec l'ensemble des emprunts que nous avons prévus, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Il est vraiment d'intérêt communautaire ce tram, il va quand même desservir gratuitement une partie d'Aubagne jusqu'à Marseille, et pour beaucoup de villages et villes de l'Agglo, plus les Aubagnais qui travaillent, c'est une sacrée plus-value. La première ligne du tramway est prévue pour 2014. Une enquête publique est en cours. Les Aubagnais ont jusqu'au 20 juillet pour deux. Voilà. Alors ce combat, le patron qui attrape le train, si j'ose dire, c'est pas fini, puisque finalement vous espériez que le préfet ne donne pas sa déclaration d'utilité publique. Il a signé, et puis tout à l'heure on va voir avec Jean-Luc Chauvin les actions qui ont été entreprises sur ce sujet-là. Manifestement, sur le fond du problème, on ne va pas refaire tout l'argumentaire, mais vous dites, il coûte trop cher, il ne sert à rien, il n'est pas relié aux principales zones d'activité de ce territoire, il n'est pas relié au tram de Marseille, il n'est pas interconnecté avec les autres moyens de transport. C'est quoi? C'est une opération politique. Et en plus, on voit la présidente de l'Agglo qui dit, mais c'est pas grave, c'est payé par le versement de transport. Le versement de transport, je crois que vous le payez, et il a un peu augmenté, c'est ça? Alors, il y a plusieurs questions, Thierry, dans votre question. Comme d'habitude, nos questions sont très longues, on n'arrive pas à la fin. Mais les réponses vont être tellement claires que ça va être merveilleux. Donc, je vais essayer de ne pas oublier tout ce que vous avez dit. Déjà, sur le projet lui-même, c'est un micro-projet. D'accord ? Et ce qu'on dénonce, nous, aujourd'hui, c'est de dire que lorsqu'un projet de transport est fait, il faut qu'il soit en cohérence territoriale, non seulement avec le territoire lui-même, dans lequel il est fait, mais aussi avec ce qui est fait autour. Aujourd'hui, les problèmes de transport des salariés, c'est quoi? C'est de pouvoir aller prendre un emploi à 40 ou 50 km de chez soi quand on est payé au SMIC, d'accord, et qu'on puisse trouver un déplacement qui soit pas cher, d'accord, donc pas la voiture. Et donc pas la voiture, hein. Et aujourd'hui, demander à quelqu'un de Istres de venir travailler sur Aubagne, c'est pas possible. Demander à quelqu'un d'Aubagne d'aller travailler sur Aix, c'est pas possible non plus. Coût du péage, hein, et puis coût de la voiture elle-même. Alors, pour un salarié qui gagnerait, je dirais, une somme assez intéressante, il le fera l'effort, d'accord. Mais pour quelqu'un qui est au SMIC, c'est impossible. Donc déjà, ça c'est un problème, c'est qu'on n'a pas une vision globale et territoriale pour vraiment les problèmes qui sont là. Alors, je parle des salariés des entreprises, parce que quand on est militant, on représente le collectif de l'entreprise de la ville. Mais c'est le cas aussi des étudiants, d'accord, qui ont besoin de se déplacer. Enfin, le tramway, c'est pas mal, c'est gratuit quand même. Alors oui, madame Magali. Le tramway, c'est bien, mais sauf qu'un tramway qui va d'un endroit qui sert à rien à un autre qui sert pas plus à quelque chose. Mais c'est gratuit. C'est gratuit, c'est bien. Avec des chiffres qu'on nous annonce d'une fréquentation de 16 000 voyageurs par jour, sur une ville de 40 000 habitants, et il faut qu'on me l'explique, ça aussi. Ils vont tous prendre le tramway. Tout le monde, une personne sur trois va prendre le tramway tous les jours. Ah bah, ça pour aller du Charel à la gare de l'activité. Oui, ça, pour promenade, peut-être, ça c'est bien, d'accord. Et puis alors, quand on parle de gratuité, moi ça me fait toujours bondir, parce que c'est gratuit pour qui? C'est gratuit pour l'usager. Mais gratuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quand même qui paye derrière. Donc, à la fois, c'est vrai que c'est le versement de transport, comme le disait tout à l'heure Magali Giovanangeli dans le reportage, c'est le versement de transport. Mais il faut savoir que le versement de transport sur la communauté de l'agglomération d'Aubagne est passé de 0,6 à 1,8. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a augmenté les charges. Tout à l'heure, un des chefs d'entreprise disait il y en a marre d'avoir autant de charges parce qu'on n'a plus assez de marge. Hein, il a expliqué la marge haute. On n'a plus assez de marge pour payer tous ces impôts.
et on est en concurrence par rapport à l'étranger, par rapport à un coût salarial, mais non, ici on vient rajouter de l'impôt pour l'entreprise au niveau du versement de transport, et donc l'entreprise paye. Mais quand on dit que le contribuable ne paye pas, c'est faux aussi, hein, parce qu'on est sur une commune qui est très endettée, je le disais dans le reportage. Une des, je crois, 4 ou 5 communes les plus endettées de France. On est 3B, quelque chose, je ne sais plus, hein, sur Aubagne. Donc on est une ville qui est très endettée, on va rejeter de l'endettement pour 30 ans, et donc des chiffres moi que j'ai eus, c'est un endettement et un coût de 1 500 € par foyer et par an sur 30 ans. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a le sentiment que le préfet, il avait un peu compris ça, que c'était pas forcément un très très bon projet. Il a un peu tardé justement, il n'avait pas trop envie de la faire, cette déclaration d'utilité publique, puis finalement il a signé. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Alors ce qui s'est passé, on ne sait pas vraiment. Et puis si vous voulez le savoir, il faudra demander au préfet lui-même. Oui, on lui a demandé, mais bon. Est-ce que vous avez une réponse? Ouais, c'est pour ça que je vous pose la question, je n'ai pas tout compris. Voilà. Donc le préfet, on ne sait pas pourquoi il a signé. On pense, nous, de notre côté, eh bien, qu'il y avait un certain nombre de travaux qui avaient été engagés, un certain nombre de contrats qui avaient été signés avant la déclaration l'accord de la déclaration d'utilité publique, et que donc le préfet n'a pas voulu rajouter peut-être, hein, parce que c'est que de l'hypothèse, une difficulté supplémentaire à cette agglomération en ne signant pas le projet de tramway. Néanmoins, on parlait de ce tramway sur sa première partie, il y a une deuxième partie qui va de la gare à la zone des Gargues, et là, avec l'avis négatif de la Chambre de commerce sur le SCOT, c'est très rare, je crois. C'est la première fois que la Chambre de commerce n'a pas signé. Voilà. Il y avait un avis pas négatif, en tout cas un certain nombre de réserves. Et je crois que là, on est sur une deuxième partie de tramway qui sera difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où il y a aussi des problèmes techniques. Faire traverser une autoroute avec un tramway, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Quand on voit combien de temps il faut faire pour faire une bretelle d'autoroute à la sortie de Belcoden, on peut se dire combien de temps il va falloir pour que le tramway traverse l'autoroute, ça c'est encore autre chose. Donc il y a encore des contraintes techniques, mais surtout, moi ce que je trouve, c'est que ça manque de vision. Il y a un coût de 200 millions d'euros qui certainement peut-être sera dépassé. Je pense qu'il y avait autre chose dans notre département à dépenser 200 millions d'euros pour améliorer les transports. Nous on prône pour que la voie de Val-d'On soit réouverte, pour qu'on puisse avoir une ligne. Oui, parce qu'il y a des solutions pourquoi pas la alternatives. Ciotat Aix-en-Provence en trafic rapide, peu coûteux. Et là, on pourrait trouver des solutions pour les étudiants, pour les salariés, pour les citoyens. Donc, on n'est pas contre les projets, car il y a des bons projets, bien sûr, d'accord. Mais d'abord, on voudrait être concerté, parce que je pense que le monde économique, comme la Chambre... Puisque vous êtes un peu les financeurs, quand même. Parce que quelque part, c'est nous qui payons, oui, tout à fait. Alors, vous n'avez pas dit votre dernier mot, et pour bien comprendre la dernière partie de ce qui va se passer, on va accueillir maintenant Monsieur Jean-Luc Chauvin, président de l'UPE13, vous pouvez applaudir. Mais il faut qu'il mette son gilet aussi. Alors oui, on va le transformer en militant, on va lui apporter un gilet. Voilà, je ne sais pas s'il y a des distributions qui sont prévues à la fin. Si vous avez une manif encore, vous allez bloquer l'autoroute, bloquer le tramway, je ne sais pas. Voilà, parce qu'on est militant dans les territoires, parce que notre président aussi est un militant. Alors, là aussi, vous avez fait quelque chose qui était assez rare. C'est une première, Jean-Luc Chauvin. Pour la première fois, vous avez décidé d'attaquer, non pas le tramway comme les Indiens, mais pas loin, d'attaquer la DUP, c'est-à-dire la déclaration d'utilité publique, parce que vous estimiez qu'il fallait le faire dans l'intérêt général. Ça, c'est une vraie première. Alors, oui, c'est une vraie première. Déférer le préfet devant le tribunal administratif pour le monde économique, c'est pas habituel. Ceci étant, si on repose un peu le débat, Thierry l'a très bien expliqué, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est de pouvoir permettre aux entreprises de se développer pour créer de l'emploi et de la richesse sur ce territoire. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est de nous permettre de faire notre travail. Et tous les témoignages qu'on a eus n'ont été que de dire, voilà les contraintes que l'on a, aidez-nous à résoudre ces contraintes, nous on va créer de l'emploi. On a 5 millions de chômeurs dans ce pays, pas moins. 3 millions d'eux, plus ceux qui travaillent en partie. On a 3% de plus de chômage que sur le reste du territoire dans ce département. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Donc, le signal qu'on passe, et qu'on passe aux élus, et même si ceux qui sont là, s'ils sont là, c'est que ce sont nos amis. C'est qu'ils comprennent le monde d'entreprise, c'est qu'ils ont compris la philosophie du développement économique. Mais le message qu'il faut passer,
C'est de dire que jusqu'à présent, depuis très longtemps sur ce territoire, le monde économique s'est occupé uniquement de faire des affaires, de faire de l'emploi et de créer de la richesse. Et aujourd'hui, il ne peut plus. Il ne peut plus sans avoir recours à un certain nombre de dispositifs qui le mettent en situation d'être compétitif. On parlait tout à l'heure d'implantation d'entreprises. Si on n'est pas capable de faire se déplacer les gens, si on n'est pas capable de les faire se loger, on n'arrivera pas à tirer les entreprises. Moi, je ne veux pas faire de fatalisme, je dis simplement une chose, attention, on est à la porte de ce qu'on a appelé il y a 10 ans à Sophia Antipolis, le repoussoir. Notre territoire commence à moins attirer, et il attirera de moins en moins. Sophia Antipolis a duré 10 ans, ils ont compris, ils sont en train de modifier les choses, pourvu que nous n'attendons pas trop. Donc sur la DUP, je reviens à votre question, parce qu'au fond, il n'y a que ça qui vous intéresse. Ben oui, l'idée c'est quoi? Le projet est aberrant. Il coûte plus de, alors au départ 160 millions d'euros, puis 200, puis peut-être 220, bref, on entend quand même des chiffres qui montent sans arrêt. Il est aberrant parce qu'il relie rien à rien, Thierry l'a dit. Il est gratuit, juste un chiffre, parce que Thierry n'a pas donné de chiffre, je vais vous en donner un. L'augmentation du versement de transport entre 2007 et 2010 sur la communauté du pays d'Aubagne, c'est 237%. 237%. 1,6 million, 6 millions. Ça veut dire que dans une période de crise, les entreprises, vous avez payé, ceux qui sont implantés sur ce territoire, des taxes qui ont progressé de 237%. Et à la place de ça, il faut expliquer à nos élus que ces 237%, c'est pas comme ils croient, on les prend pas sur la marge. Parce que la marge, elle sert à faire de l'investissement, à faire de la recherche, à créer des nouveaux produits, à créer des nouveaux bâtiments, à fonctionner. On le prend sur quoi? Alors, on est obligé de presser sur tout le reste, et donc c'est des emplois qu'on ne pourra pas créer tout de suite, c'est des emplois qu'on ne pourra pas développer, et c'est du bien-être et de la richesse pour l'ensemble du territoire qu'on ne fera pas. C'est des sous-traitants qu'on appellera moins vite, on attendra un an de plus quand on n'est pas contraint par des réglementations, donc c'est de la valeur économique de perdu. Et dans une période de crise, 237% sur un versant de transport. Jean-Luc, est-ce que ce qui parle le plus, on parlait beaucoup de choses inacceptables ou intolérables, qu'est-ce qui est le plus intolérable? C'est d'avoir une augmentation de 237% ou de ne pas avoir le service en face de transport et d'infrastructure qui pourrait, à la limite, se justifier si, ma foi, les choses ont un prix, s'il y a le service Les deux, de mon capitaine. Les deux, mon capitaine. 237% d'augmentation de taxes, c'est énorme dans une période de crise, c'est très dur à absorber, et il faut être prudent. Mais surtout quand c'est 237 millions d'euros, enfin c'est 237%, c'est 200 millions d'euros, ils n'ont pas d'intérêt collectif, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire, parce que les salariés ne pourront pas le prendre pour se rendre dans les zones où ils travaillent, parce qu'ils ne correspondent pas à un besoin du territoire, c'est 2 fois plus gaspillé. Voilà, c'est 2 fois plus gaspillé. Donc effectivement, on est contre des projets de dépenses d'argent public qui n'ont pas d'intérêt collectif directement. Et Thierry disait tout à l'heure qu'il y avait un projet qui pourrait avoir du sens. D'aucuns disent que la voie de Val d'One existe déjà et qu'elle pourrait être réactualisée et réutilisée. D'autres disent qu'il manque un morceau pour aller jusqu'à Aix. Tout ça c'est vrai. Mais en tout cas, il y a certainement des choses à faire pour faire une liaison de transport en commun rapide, pour faire en sorte que quand on est entreprise à La Ciotat ou à Aubagne et qu'on cherche des collaborateurs parce qu'on a des postes vacants et qu'on a des gens dans le département, notamment autour d'Aix par exemple, qui sont disponibles, qu'on puisse les faire venir pour venir travailler chez nous. Voilà, c'est tout simple. Donc si c'est pas par la voie de Val d'One, par certains détracteurs disent Val d'One, c'est pas possible, ça peut être un BHNS, ça peut être peu importe. Mais à 200 millions d'euros, on peut peut-être réfléchir pour être attractif. Et la seule réponse qui nous est faite par les élus en charge de cette problématique et qui n'est pas acceptable, c'est de nous dire, oui mais vous comprenez, c'est plus dans les limites de mon interco, c'est dans l'interco d'à côté. Et ça prouve bien une chose, c'est que le périmètre avec lequel on travaille, qui est un périmètre politique, qui a été établi politiquement, et je me permettrai juste l'anecdote avec la ville de Cuges, je n'irai pas plus loin, intégrée au hasard contre le sens de la loi, puisque relié à rien dans une communauté. Mais là, tu vois, le préfet, par contre, il a pris une décision, paraît-il, pour le 1er juin. Ça prouve bien que donc sur ce territoire... à la CUM, hein, c'est ça, voilà, la communauté urbaine de Marseille. Au 1er juin, apparemment. Ça prouve bien que sur ce territoire, on a un fonctionnement qui n'est pas un fonctionnement logique, qui n'est pas un fonctionnement proactif, qui n'est pas un fonctionnement de développement de l'économie, de la richesse, mais qui est un fonctionnement exclusivement par copinage, par amitié, par service rendu. Et ça, c'est plus acceptable. Au XXIe siècle, il faut qu'on sorte de ces raisonnements du territoire qui datent de la première moitié du XXe. Donc ça veut dire que le dysfonctionnement
qu'on a évoqués à travers les exemples d'entreprises que Thierry Berger a lui aussi dénoncé, que vous dénoncez, ils sont pas simplement propres à Aubagne, c'est l'ensemble de ce territoire, ce grand périmètre, et on parlait tout à l'heure d'un gros mot, c'est la métropole, c'est manifestement ça qui vous manque le plus. Alors, je dirais presque, s'ils étaient que propres à Aubagne, ça serait presque moins grave. Mais malheureusement, sauf pour les Aubagnais. Mais malheureusement, non, c'est partout pareil. On a les mêmes problèmes. Quand on parlait tout à l'heure du dossier de Préciliadouce, de l'extension de la zone des Palus, c'est quoi? C'est 10 ans de discussion entre deux communautés, pour savoir où on met un bassin de rétention pour respecter la loi sur l'environnement. C'est 10 ans. Ça fait 10 ans que la commune d'Aubagne a acquis les terrains et qui sont en jachère. Et quand on les met autour d'une table avec le préfet, il se renvoie la balle et on n'avance pas. Sauf que combien c'est d'emplois perdus? Combien c'est de territoires qu'on n'a pas? Parce que tous les témoignages, toutes les entreprises, toutes les success stories de ce territoire, mais de l'ensemble du territoire, bien sûr de celui-là, mais de tout le territoire, font que les entreprises qui grandissent, elles ont besoin de place pour pouvoir embaucher, pour pouvoir se moderniser, pour pouvoir créer de la richesse. Et quand moi j'entends, je suis désolé, si c'est nos amis, ils sont pas très loin, mais enfin franchement, si vous étiez resté dans les Bouches-du-Rhône, c'était mieux. Pour moi, non mais, si vous étiez resté à 100% dans les Bouches-du-Rhône, c'est mieux. Pour moi, c'est un échec de notre territoire qu'il faut qu'on revendique. Donc nous, monde économique, jusqu'en gros, il y a quelques années, un petit peu avant le début de notre mandat, maintenant avec mon équipe, dont Babette Okereni est là, on se préoccupait moins de ces problèmes-là parce qu'on considérait que ce n'était pas à nous de le faire. Aujourd'hui, face à la carence de fonctionnement, alors je fais une généralité, il y a des exceptions, on l'a dit, Rodi et la mairie d'Aubagne, la mairie d'Aubagne est certainement l'exception dans le mauvais sens, comme celle de la Ciotat est l'exception dans le bon sens. Mais là-dessus, il y a vraiment des choses à faire. Et il y a vraiment des messages, et il faut vraiment donner quelques décisions importantes, le transport, le logement, l'aménagement du territoire, l'économie du territoire, à une vision non plus purement locale, dans des barrières administratives napoléoniennes, donc les communes, mais une vision plus large qui est l'ère urbaine dans laquelle on vit. 43% seulement des gens qui habitent le pays d'Aubagne travaillent dans le pays d'Aubagne. Donc ça veut dire qu'ils vont travailler ailleurs. Donc s'ils vont travailler ailleurs, c'est que l'ère de vision au niveau économique qu'est la communauté n'est plus pertinente. Enfin, le tramway d'Aubagne, dernier sujet, comme ça j'aurais fini avec le clou. On dit que c'est pas d'utilité publique, mais pour une raison aussi qui est très simple, c'est que je vous rappelle quand même qu'il y a le triplement de la voie de TER qui relie Marseille, qui est en cours de travaux et qui sera livrée en 2015, qui s'arrête à la Plaine-sur-Yvonne pour ceux qui ne le savaient pas, puisqu'il y a une gare TER à la Plaine-sur-Yvonne. Et comme de toute façon le tramway il n'ira pas à Marseille, parce que ça pour l'instant c'est vraiment pas prévu, c'est même pas dans les études du côté de Marseille, donc il y en a au moins pour 25 ans. Franchement, on dépense 200 millions d'euros pour quelque chose qui vient triplonner du TER, qui va permettre à partir de 2015 de doubler les cadences et de relier les gens qui sortent d'un territoire à l'autre. Donc voilà. Dernière question à tous les deux, et on en conclura là-dessus, et on va repasser le micro tout de suite, et puis je vous le redonnerai aussi. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réinventer un autre métier, puisque finalement, un chef d'entreprise, c'est fait pour créer de la richesse et de l'emploi, ça ne devrait pas être fait pour s'occuper de tous ces sujets-là. Finalement, c'est une forme d'interpellation du monde politique. Est-ce que tout ce qu'on vient de voir, c'est pas malheureusement un constat d'échec qu'on a une classe politique qui n'est pas forcément à la hauteur des ambitions, de vos ambitions pour ce territoire? Bien, c'est un petit peu ce que disait Jean-Luc Chauvin. Sauf exception dans certaines communes, on a l'impression que l'économie n'est pas au centre des préoccupations de nos politiques. Or, il parle toujours d'emploi, il parle toujours d'emploi, mais on n'entend pas parler d'économie, de richesse. C'est l'entreprise qui crée la richesse, c'est l'entreprise qui crée la croissance de notre pays. Et donc c'est l'entreprise qui doit être au cœur du développement économique, et on a l'impression, quelquefois, bien que ce développement économique, que le patron, il est toujours décrié. On le voit d'ailleurs dans la presse nationale. On met en exemple que les problèmes des patrons, que ceux qui, encore cette semaine, j'ai entendu ceux qui gagnent trop, le grand patron des banques, etc. Alors qu'en fait, notre tissu économique, il est fait de petites entreprises, on l'a vu, petites, moyennes. Et ces entreprises-là, elles ne demandent qu'à se développer, elles ne demandent qu'à créer de la richesse et créer de l'emploi. Et ce sont de ces entreprises-là qu'il faut s'occuper en priorité. Merci. Jean-Luc, un dernier mot. Vous continuez le combat. On vous donne rendez-vous le 3 juin, il paraît, parce que là aussi, sur ces mêmes sujets, vous allez continuer à pousser. Oui, on continue à pousser, bien sûr, mais avant tout ça, sur la question, et juste une remarque, c'est pas parce qu'on parle d'emploi dans ce pays qu'on parle d'économie.
Ça fait 30 ans qu'on a un chômage de masse, ça fait 30 ans qu'on s'occupe exclusivement de trouver des nouveaux avantages pour ceux qui ont un poste. On n'a pas réformé la formation professionnelle, on est resté bloqué dans des schémas archaïques où on n'arrive pas à avancer. Notre vrai problème, il est là. Et juste sur le territoire, pour revenir sur cette question, sur nos élus, je pense qu'on a une vraie responsabilité, nous, entrepreneurs. On n'a pas joué notre rôle non plus. On n'a pas joué non plus. Tous les territoires, moi je me promène un peu pour le MEDEF de partout en France, tous les territoires qui se développent fortement économiques sont des territoires qui ont une vision qui dépasse les frontières napoléoniennes, donc une vision un peu plus métropolitaine, et sont des territoires où, quel que soit le bord politique, ça n'a pas d'importance, les élus travaillent la main dans la main avec le monde économique. Et je peux vous citer des dizaines d'exemples qui me viennent à l'esprit, que ce soit Lille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Montpellier, tous ces territoires-là sont des territoires où il y a eu un certain nombre d'éléments qui se sont combinés, mais notamment un déclencheur où le monde économique, enfin le monde politique a travaillé avec le monde économique. Nous, sur notre territoire, historiquement, depuis l'après-guerre, le monde politique n'a jamais travaillé avec le monde économique. Le monde politique a vision partagée, c'est ça que vous voulez dire ? N'a jamais eu de vision partagée. Et le fait de parler de vision partagée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les territoires qu'on a cités tout à l'heure sont des territoires où il y a une vision stratégique du territoire. Nous n'avons pas de vision stratégique sur ce territoire. Je vais prendre des exemples qui vont vous faire sourire et que vous allez comprendre très rapidement. Quand la zone des Palus se développe et qu'elle fonctionne bien, et que la microélectronique vient s'installer, que Gemalto arrive, d'un coup, il y en a un à l'autre bout du territoire, du département, qui se dit, putain, mais c'est une zone intéressante. Et on crée la zone de Rousset. C'est comme ça que ça marche. J'exagère juste à peine. Sauf que si on se disait qu'on avait une vision stratégique, on aurait mis toutes les entreprises de technologie rapprochées dans un même périmètre. Quand aujourd'hui on nous parle de la zone des Palus, toutes les entreprises qui ont témoigné nous disent qu'on a des problèmes pour se développer. Et on est venu nous foutre une zone commerciale au milieu. Est-ce qu'il fallait la mettre là ? Est-ce que prévoir à 20 ans ou à 30 ans, c'était vouloir remplir tout de suite pour avoir des taxes tout de suite ? Et tout ça, ça pose un problème de stratégie à moyen et long terme. Et nous, dans nos entreprises, on a au quotidien des décisions à prendre, ça a été rappelé, et on a aussi une question de vision stratégique de l'entreprise à plus ou moins long terme. Et si on n'est pas capable d'avoir ça, on n'a pas fonctionné. Donc sur ce territoire, on a deux responsabilités. Parce qu'on dit toujours, ouais, finalement c'est facile, vous stigmatisez les élus. C'est vrai, on a une responsabilité, c'est de ne pas avoir réussi plus tôt à discuter avec eux, à se faire entendre avec eux. Et donc la contrepartie, c'est de dire, comme on n'y est pas arrivé, comme on n'est pas arrivé à expliquer quelle était la vision, et peut-être aussi qu'on n'a pas voulu participer, peut-être qu'on n'a pas aimé, on n'a pas fait comme dans d'autres territoires, les centres chefs d'entreprise ne sont pas engagés dans l'activité, dans la chose publique. Comme on n'y est pas arrivé, on a tendance aujourd'hui à dire, attends, maintenant ça suffit, quoi, on est là, donc on a besoin. Donc nous on a besoin, c'est nous qui créons, c'est nous qui développons, et donc on agit. Et donc effectivement, le 3 juin, l'Assemblée Générale départementale de l'UPE 13, qui se fait au Parc Chano, aura comme thème, justement, la vision stratégique. Et ce qui est frappant cette année, c'est que toutes les assemblées des territoires, des 5 territoires de l'UPE 13, sont toutes tournées autour de cette thématique de l'industrie, d'une manière ou d'une autre. L'Assemblée Générale, et on l'a regroupée de la section de Martigues et de la section de Salon, c'est l'avenir industriel de l'étang de Berre, avec la zone industrielle ou portuaire. Voilà. Ici, on a parlé de l'intérêt et sur le pays d'Arles, on est en train de dire quels sont les secteurs d'activité, dans les 3 intercos qu'il y a, qui sont les secteurs d'activité d'avenir. Et nous, au niveau départemental, on va essayer de faire un exercice, c'est de dire, quelles sont les filières qui fonctionnent bien aujourd'hui. Et croyez-moi, sur ce territoire, on a beaucoup de leaders mondiaux, on a beaucoup de leaders nationaux, on a beaucoup de très belles entreprises, et on a une chance supplémentaire, c'est qu'on est multi-activité. Ce qui veut dire que quand il y a des mutations de secteur, on est capable de mieux les absorber que d'autres. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va essayer de dire quelles sont les nouvelles filières qui vont venir, donc qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui pourrait marcher à un horizon de 2031, le clin d'œil 2013-2031, juste 20 ans, donc juste 4 mandats, pour faire simple, municipaux et territoriaux, en disant voilà vers quoi nous, chefs d'entreprise, on voit le développement de l'emploi, le développement de la richesse, et un troisième plateau, voilà, messieurs les élus, ce dont on a besoin pour vous nous laisser faire notre métier de chef d'entreprise, pour vous nous laisser créer de l'emploi, pour vous nous laisser créer la richesse, et pour faire de ce territoire, ce qui était appelé tout à l'heure, on parlait de la Provence, d'un label ou autre, à Lyon, ils ont créé en Lyon, pour faire de ce territoire ce qui doit être une pépite.
une pépite économique dans un territoire qui est envié par tout le monde. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Jean-Luc Chauvin, Thierry Berger. Merci à vous pour votre attention et votre écoute. Et j'ai presque oublié le plus important. Le plus important, c'est que, au fond, bravo pour tout ce qui est fait sur ce territoire, qui est un peu le moteur. Parce qu'on parlait tout à l'heure de militantisme, mais Thierry, on l'a vu, c'est souvent des sujets qui sont poussés par le territoire, qui sont repris. Alors ici, c'est le tramway à la métropole, à Aix, c'est la RD9, tout ça, c'est tout pareil. Mais ce territoire est vraiment des territoires très militants du PE13, et ça, je voulais saluer Thierry, toute l'équipe, et vous tous. Parce que c'est grâce à vous, et c'est sur ce territoire en général qu'on a les premières actions les plus militantes, donc bravo à vous tous. Merci à vous, et on continue autour d'un verre. Merci à vous. Charada.